Donc, comme pour la première session, ça va être du live coding, on va reprendre notre repo sur gitlab.com, là où on l'a laissé la semaine dernière. Donc, ce que je présente, je dis gitlab.com, mais ça peut être votre propre instance GitLab, ça marche de la même façon. Au fur et à mesure de la présentation, je vais continuer à présenter, à montrer en parallèle la documentation, qui est très bien faite, comme j'avais pu faire lors de la première session. Petit rappel, je suis pas un expert DevOps, et donc c'est aussi des objectifs, c'est de montrer qu'on peut configurer une CI assez complète avec quelques notions. Donc on va reprendre le repo démarré la semaine dernière. Donc si alors on est sur gitlab.com, je me suis déjà authentifié. On a déjà exécuté une petite série de commits la semaine dernière. Donc j'ai créé pas à pas, j'ai débuté pas à pas la configuration de l'intégration continue à partir de GitLab. Si on regarde le contenu de notre fichier de configuration, alors là c'est bien, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Quand on va sur l'éditeur à droite, il y a GitLab qui propose un petit peu de documentation. Voilà. Donc je vais un petit peu zoomer, c'était une demande de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? On a configuré donc des pipelines. Je rappelle, un pipeline, c'est une suite d'étapes. Et dans chaque étape, il peut y avoir un ou plusieurs jobs en parallèle. Et donc un pipeline, en fait, c'est une exécution d'une série, c'est l'exécution d'une série de scripts. Donc ça, c'est le fichier de configuration. Une fois qu'on a commité, comment ça se matérialise dans notre liste de pipeline. Voilà, on voit en fait ce qu'on a exécuté la semaine dernière, il y a 6 jours. On voit qu'il y avait 2 étapes, par exemple, une étape de build et une étape de test. Si on retourne dans l'éditeur, on va les retrouver ici. On avait une... Pardon ? Tu peux continuer, c'est vrai qu'il y a personne qui a Faux parlé, salaire. c'est un bug. Donc on avait une étape de build qui est ici et l'étape de test qui est là. Donc pour qu'elle s'exécute en parallèle, on les a mis dans des stages. Et donc on leur indique dans quel stage on veut que le job s'exécute. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que pour exécuter des commandes Maven, donc je rappelle, on a configuré de l'intégration continue pour un projet Java Spring buildé avec Maven. Ça fonctionne avec d'autres technos, bien entendu. Donc pour lancer des commandes Maven, on a vu que on pouvait installer, alors à partir des lignes de commande, Maven, mais c'est pas l'idéal. Donc GitLab permet d'utiliser directement une image Docker Maven, la démarrer, et à partir de ça, notre pipeline peut exécuter des commandes Maven. Voilà. On a terminé par l'intégration des tests. Donc on a vu qu'on pouvait exécuter des tests via des lignes de commande et aussi on pouvait rendre ça plus joli au niveau de l'intégration. Je montre le détail du pipeline. Grâce à la configuration qui est présentée là, l'intégration de JUnit, en lui montrant à quel endroit est créé le rapport de test. GitLab l'intègre bien et via un onglet dans le pipeline, on peut voir le détail des tests qui ont été exécutés. Ça évite d'aller dans les logs du job pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu une petite question la semaine dernière à propos de JUnit. Donc si je reprends la doc sur cette dernière configuration, j'ai montré donc il y a des exemples sur différentes technos. Donc il y a Ruby, Go, Java. Il y avait JavaScript par exemple. Donc on voit que pour JavaScript, on lance une commande karma et on lui dit explicitement de générer des rapports au format JUnit. Et c'est ce qui permet après à GitLab de comprendre
et de l'intégrer correctement dans son IHM. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, si vous voulez plus de détails, ce que je ne vais pas refaire, ce qu'on a fait à la première session, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Softeam la première vidéo. Voilà. Donc, on va continuer. Je vais rajouter quelques notions à notre pipeline. Alors déjà, je vais vous donner des petites informations qui peuvent être utiles. On ne les utilise pas forcément à tous les coups, mais voilà, je vais vous les montrer pour savoir que ça existe. Donc pour un job, la semaine dernière, j'ai rédigé des scripts. Ce qui peut être intéressant quand on est en mode debug, c'est qu'on peut, on a plusieurs, on peut exécuter en fait plusieurs sessions de script. Il y a la possibilité de rajouter un before script et il y a la possibilité aussi de rajouter des scripts avec le mot-clé after script. Si je reprends la documentation GitLab, j'ai fermé mon onglet bêtement tout à l'heure. Dans GitLab, je remonte voilà, la documentation qui montre la liste exhaustive de tous les mots-clés. Donc là, voilà, je parle d'AfterScript et BeforeScript, ils sont ici. Donc comment on les utilise? Alors, je vais vous montrer avant de committer. On peut lancer des scripts comme ceci avant l'exécution des scripts principaux. Voilà. Et on peut faire la même chose comme ça. Alors, dans ce cas-là, c'est pas forcément intéressant puisqu'on pourrait mettre en fait ces lignes-là directement dans les scripts. Ce qui est intéressant, c'est que on peut lancer ça pour tous les jobs. Donc, si je le mets en haut, donc si je le mets pas dans un job en fait, vous allez voir, je vais faire la même chose avec AfterScript. Voilà. Donc, en les plaçant ici, ce before script et ce after script sera exécuté pour chacun des jobs. Si on veut, on peut écraser ce after script et si on veut un after script particulier pour un job, on peut le rédiger comme ça. En fait, on va l'écraser, on va le surcharger et vous allez voir ce que ça va donner. C'est parti. Je vais committer ça déjà. Voilà. Et je commit. Je vais reprendre avec GitLab, avec IntelliJ. Je préfère IntelliJ. Je vais juste agrandir un peu la police. Voilà. Donc là, on vient de récupérer ce qu'on a committé. On va regarder l'exécution des pipelines. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça met un petit peu de temps à démarrer. Pendant que ça démarre, je vais préparer mon commit suivant. Il y a un autre mot-clé qui est intéressant, c'est le mot-clé Allow Failure.
par exemple, si je crée un job, alors ça, on évite de l'utiliser, mais dans quelques cas, ça peut être intéressant si on a un job qui plante tout le temps et temporairement, on ne veut pas qu'il soit bloquant. On peut utiliser le mot-clé allow failure. Alors là, je vais vous montrer ce que ça donne. Pendant que l'autre pipeline est en train de s'exécuter, je vais créer un stage KO. Et je vais l'ajouter ici. Je lui demande de s'exécuter au moment du stage KO. Et je vais écrire un script qui va forcément planter. Voilà, donc ça va planter. Alors avant de committer, on va regarder l'exécution du job précédent. Je retourne dans les pipelines. Voilà. Voilà. Alors les deux jobs se sont exécutés. On va regarder ce que ça donne, donc les before scripts et les after scripts. Donc là, on voit bien le before script a été exécuté avant mon job de build et la commande after script a été exécutée après. Donc jusqu'ici, rien de nouveau. On avait vu que dans le job de test, on avait surchargé le after script. On lui avait demandé d'écrire exécution de after script 2. Donc ça surcharge en fait la configuration globale pour tous les jobs. On va vérifier que ça s'est bien passé. Si on regarde le job de test, donc on voit qu'il a bien exécuté le before script qui était configuré de manière globale. Ensuite, il a lancé sa commande maven test et il a terminé par l'affichage de exécution de after script 2. Donc on voit qu'il a bien pris en compte la surcharge. Voilà. Donc ça c'était ce que je voulais montrer. Donc c'est un détail. Hein. Ça peut servir, ça sert pas mal pour du debug par exemple. Donc je voulais vous montrer que en rajoutant un job KO, alors déjà je vais vous montrer qu'un job KO c'est bloquant. Je vais committer ça. C'est parti. Voilà, donc on a rajouté un stage, le stage KO. Donc dedans, il y a une ligne de commande qui va forcément planter. Et donc comme elle va planter, elle va bloquer les jobs qui seront derrière. Donc en attendant la fin de l'exécution de ce job, je vais vous montrer, voilà, il y a une commande qui s'appelle allow failure et qui permet explicitement de dire un job qu'il est autorisé à planter et qu'on peut passer à la suite. Voilà, donc là, on voit que la commande coucou a planté, job failed. Si on regarde, voilà, si on regarde l'exécution du pipeline, il n'est pas allé plus loin, il n'a pas continué sur ses étapes de build et de test. Donc si on veut que ce job soit passant quand même malgré le plantage, on va utiliser cette commande, hello failure, donc par défaut qui est à false, et on met true. Voilà.
Donc la liste des pipelines se met automatiquement à jour. On voit qu'il y a un nouveau pipeline qui est en train de démarrer. Voilà. Donc il a planté, et la différence par rapport au commit d'avant, je vais rafraîchir, c'est qu'il il continue son exécution. Là, il nous prévient que ça a planté avec le picto point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà. Il y a un autre mot-clé qui est intéressant, c'est le mot-clé when. Le mot-clé when, il permet de rendre l'exécution d'un job, par exemple, manuel, plutôt qu'automatique. Donc il y a d'autres options. Je ne les connais pas, je les ai pas utilisées. J'utilise quand même plutôt le job, l'option manuelle. Là, je vais committer, je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc, quand on configure un job manuel, à l'exécution du pipeline, en fait, il passe directement au job suivant. Il n'est pas bloquant. Voilà, je commit ça. On va regarder à nouveau dans la liste des pipelines. Donc, il n'a pas fini le pipeline précédent, mais c'est pas grave. Voilà, on voit que ce stage KO, je l'ai rendu manuel. Donc, il n'a pas démarré. Par contre, il a directement enchaîné sur les étapes suivantes. Et évidemment, je peux le lancer manuellement comme ça. Voilà. C'est tout pour ces mots-clés. J'ai rien d'autre à montrer de plus pour cette petite partie. Maintenant, ce que je vais faire... Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur la conversation. Je vais y répondre au fur et à mesure. Oui, bonjour, ici Gaël. Donc, une ou deux petites précisions. Sur le hello failure, un cas d'usage, c'est pour introduire, par exemple, des tests de qualité qu'on veut rendre non bloquants au début, puis ensuite on va rendre bloquant pour forcer l'amélioration de la qualité. Et on peut faire ça éventuellement en plusieurs étapes. D'abord bloquant que sur les erreurs, puis ensuite bloquant sur erreurs et warning, etc. Voilà. Petite précision sur le when aussi, donc il y a différentes valeurs possibles sur le when. Donc on a vu le manual, mais il peut y avoir aussi des cas comme on success ou on failure, selon qu'on veut tester, enfin déclencher le job en cas de succès ou en cas d'échec, ou always si on veut le déclencher dans tous les cas, par exemple, ou delayed ou never. Enfin voilà, il y a un certain nombre de possibilités. Voilà, merci. D'ailleurs, je pense que le always, en fait, c'est par défaut, j'imagine. Si on ne le met pas, en fait, c'est comme s'il était à when always. Alors, il me semble. Pas tout à fait. Il me semble que justement le always, il va s'exécuter même si une étape précédente est à fail. Enfin, à tester, mais je crois que c'est ce cas-là. D'accord. Du coup, la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon repo à Sonar Cloud pour faire du scan, enfin du contrôle de qualité du code. Alors pour faire ça, il y a plusieurs étapes. Donc Sonar Cloud, ça pourrait être votre propre instance Sonar. Moi, je vais utiliser Sonar Cloud puisque c'est disponible pour tout le monde. À partir du moment où on a un compte GitLab et qu'on est connecté d'ailleurs, on peut se connecter directement sur Sonar Cloud with GitLab. Voilà. Donc je suis connecté avec le même compte que pour GitLab. Donc cédric.develop 1, c'est le même compte. Voilà.
Alors maintenant, je vais analyser un nouveau projet. Pour analyser un nouveau projet, alors là, c'est sympa puisque Sonar nous explique pas à pas comment connecter GitLab et Sonar. Donc, il me demande d'abord d'importer une nouvelle organisation et de rentrer un token personnel. Il y a un lien pour savoir comment on fait. C'est super simple. Je vais vous montrer. Il explique comment configurer un access token depuis GitLab. C'est ce qu'on va faire. Je vais aller donc sur mon compte, dans mon profil, et là, je vais créer un nouvel access token pour Sonar. Il me demande de lui autoriser le scope API. Alors, je vérifie quand même. Oui, simplement API, ça suffit. Mince. Je peux mettre une date d'expiration. Je ne le fais pas ici. Voilà. Donc mon token est créé. Je le copie. Et alors là, c'est la doc. Je vais l'ajouter dans Sonar. Voilà. Donc Sonar va créer une clé. Voilà. Alors, pour pouvoir, c'est gratuit avec Sonar Cloud, le scan de projet sur gitlab.com. Pour que ça soit gratuit, en fait, il faut que le repo sur gitlab.com soit public. Sinon, c'est payant. Donc, je crée mon organisation. Il a reconnu tout de suite le repo démo GitLab CI sur GitLab. Voilà. Et maintenant, il explique, Sonar explique comment configurer côté GitLab le scan Sonar. Alors, il y a d'abord des variables à ajouter dans son repo. Je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais retourner sur mon projet. Je vous ai montré comment utiliser les variables directement dans le fichier GitLab CI. On avait utilisé ça la semaine dernière, les variables. Donc il y a une autre manière de faire. C'est directement dans le repo, dans les settings. Dans les settings CI/CD, voilà. Il y a une page variable et ici on peut ajouter des variables. Donc on va faire ce que nous propose Sonar. Il nous propose d'ajouter la variable Sonar Token. Voilà. Alors, j'ai copié le token aussi. Il nous dit de la mettre en protected. Ah non, justement, de décocher la case protect variable et de cocher la case masque. Voilà, je décoche protect variable et je coche masque. Donc ça, c'est fait. Deuxième variable, donc c'est l'URL du Sonar. Donc ça pourrait être votre propre instance Sonar. Mince. Voilà. Et donc la variable n'est pas protégée et il n'y a pas besoin de la masquer non plus. Ça, c'est pour en fait à l'exécution du job. Si c'est un code par exemple, on peut éventuellement lui demander de la masquer pour qu'elle n'apparaisse pas dans les logs. Voilà, donc j'ai ajouté ces deux variables. Elles seront disponibles à l'exécution des jobs au même titre que les variables qui sont définies dans le fichier GitLab CI.
Donc je continue la configuration et là c'est sympa, Sonar nous propose différentes technos. Donc pour moi ça sera Maven. Et voilà, donc là il y a un exemple de job. Donc c'est ce que je vais faire, je vais rajouter ce job. Je vais le faire depuis IntelliJ. Voilà, donc je vais d'abord virer mon job KO. Voilà. Alors dans la documentation, on nous demande d'ajouter deux variables. Elles sont ici. Voilà, une variable sonar user home pour le cache et une variable git depth. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Ensuite, le job. Donc, je fais copier-coller. Je vais rajouter un stage sonar, par exemple. Voilà. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais rendre ce job manuel. Mince. Le job de test. Voilà. Et la dernière commande. Donc, alors, dans la documentation, voilà, on nous demande de démarrer le script Maven Verify Sonar et il propose en fait de mettre dans le pom.xml le project key et l'organisation. On peut le faire autrement. On peut directement rajouter ces deux propriétés directement dans la ligne de commande. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc c'est mon Maven Verify Sonar. Donc la semaine dernière, on avait rajouté une variable qui est ici, Maven CLI option. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le batch mode pour être moins verbeux au niveau des logs pendant l'exécution du pipeline. Et pour rajouter l'organisation, on va rajouter cette option, sonar.organisation. Je la reprends ici. Et la deuxième option, c'est le project key. Voilà. On est pas mal. Alors pour le cache, j'ai remis en fait .m2 repository puisque comme je l'ai montré tout à l'heure, si quelque chose est défini de manière globale, si on la redéfinit dans un job, elle va être écrasée. Donc je suis obligé de replacer en fait le cache Maven ici. Je vérifie, tout va bien. Ah si, il manque quelque chose. Quand on va lancer le scan sonar, donc normalement ça devrait bien se passer suite à mon commit. Par contre, ce qu'on pourra constater, c'est que la couverture de code est à 0. En fait, Maven ne va pas calculer la couverture de code, c'est à nous de lui l'envoyer. Pour faire ça, alors la documentation n'en parle pas, la documentation sonar, mais pour faire ça, il faut rajouter dans le POM le plugin Jacoco. Voilà. Et donc, à l'exécution de la commande Maven, il va créer un rapport. Et dans ce rapport, donc, il y aura la couverture de code.
Voilà. Et c'est tout. Voilà, je vais pouvoir committer et on va voir ce que ça donne. Ah si, et encore une dernière chose. Dans l'administration, je me suis fait avoir plusieurs fois. Dans l'administration, on doit lui spécifier explicitement pour lui ce que c'est que du new code, du nouveau code. Donc nous, on va dire que c'est une comparaison avec la version précédente du commit. Mais on pourrait dire que c'est du nouveau code, en fait, c'est du code qui a été commité sur les 5 derniers jours, par exemple, ou depuis une date spécifiée. Donc ça, c'est pas très vieux, j'ai remarqué ça il y a quelques semaines. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir committer, et là ça devrait bien se passer. Alors, on va regarder l'exécution du nouveau pipeline. Il va builder avant. Je vais en profiter pour vous montrer quelques petites choses dans Sonar. Donc en fait, quand on va lui demander de scanner le repo, il va utiliser ce qu'on appelle une barrière qualité ou un quality gate. Et par défaut, il propose un quality gate déjà configuré. On le retrouve ici. Donc, il appelle SonarWay. Voilà. On les retrouve ici. Donc, qu'est-ce qui est configuré par défaut? Lui, sa condition, c'est du scan sur du nouveau code. Et il veut, par exemple, que la couverture soit au minimum de 80% sur le nouveau code. Qu'il n'y ait pas trop de lignes dupliquées. Voilà. Et après, il a des critères au niveau de la maintenabilité et de la sécurité, par exemple. Il y a des critères qualité. On peut créer soi-même des barrières qualité. Donc je peux vous montrer si je crée une barrière qualité spécifique. Et là, je peux ajouter des conditions sur du nouveau code ou sur le repo complet, en fait. Et là, par exemple, je peux lui dire que je veux que la condition de couverture soit au minimum de 50%. Mais dans ce cas-là, quand il va lancer son scan Sonar, il ne va pas l'utiliser par défaut. Donc pour utiliser cette nouvelle barrière qualité, il faut explicitement l'affecter au projet. Voilà, donc si je coche, à chaque fois que je vais committer et que je vais lancer un scan sur ce repo, il va utiliser la barrière qualité test, par exemple. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué, hein. C'est assez facile à utiliser Sonar. Voilà. Alors, mon pipeline, où il en est? Alors, il a démarré son scan Sonar. C'est un petit peu long. Voilà, donc là, il n'a pas utilisé le cache, peut-être parce que le cache de la semaine dernière était trop vieux, ou alors ce sont des nouveaux plugins qu'il doit télécharger pour la commande Sonar, la commande Verify. Je ne sais pas exactement. En tout cas, quand on va relancer un scan Sonar, comme on a configuré le cache la semaine dernière, quand on va relancer le scan Sonar, il ne va plus télécharger tout ça. Voilà, ah bah voilà, donc ça s'est bien passé. Dans les logs, il met directement le lien
du Sonar Cloud. Et quand on clique dessus, voilà, il nous dit que bon bah il n'y avait pas grand chose dans mon dernier commit, il n'y avait pas de nouveau code. Donc pour lui, ça s'est bien passé. Voilà. Il y a une chose que j'ai oubliée dans ma commande. Si je reprends mon fichier GitLab CI, en fait, si le scan sonar plante, en fait, si la barrière qualité ne passe pas côté sonar, dans ce cas-là, tel que je l'ai configuré, le job ne sera pas bloquant. Pour rendre le job bloquant, il faut utiliser une option supplémentaire pour attendre le résultat du quality gate. Voilà. Et là, dans ce cas-là, le job sera bien bloquant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Donc, on va modifier un petit peu tout ça. Le job de test, on va le mettre par exemple en parallèle au job sonar. Et on va ajouter un petit peu de code pour vérifier justement que le job sonar est bien bloquant. Alors, le job sonar, je vais le mettre dans le stage quality. Voilà. Je vais aussi rajouter du code. Alors, je vais regarder dans mes exemples que j'ai préparés. Donc, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que Sonar ne soit pas content. Je vais prendre par exemple démo application. Je vais rajouter quelques variables. Voilà, par exemple, 2 variables. Je vais rajouter quelques endpoints aussi. Voilà, un endpoint coucou, un endpoint blabla. Alors là, c'est pas beau, hein. Un getter qui s'appelle getX, mais qui va renvoyer Y. Vous allez voir, Sonar va pas laisser passer ça. Dans les tests, je vais aussi rajouter quelques tests là-dedans, dans démo application test. Voilà, donc des tests sur les 2 nouveaux endpoints et un test qui ne contient rien. Et je vais essayer d'exécuter ça. Normalement, ça devrait planter. On va voir. Donc il y a quand même IntelliJ qui m'a prévenu qu'il y avait des choses qui étaient un peu étranges dans ce que je suis en train de committer. C'est un bon garde-fou. Je retourne sur gitlab.com. On va regarder l'exécution du nouveau pipeline. Alors là, mon message de commit n'est pas terrible, c'est pas grave. Si on regarde le détail, on voit que j'ai mis le job de test en parallèle du job sonar. Voilà, donc ça met un petit peu de temps. En attendant l'exécution, je vais commencer à nettoyer tout ça. On va enlever ça. Voilà.
Voilà. Pour le prochain commit, pour gagner un petit peu de temps, on va rendre le job sonar manuel. Voilà, j'anticipe un petit peu. Et c'est déjà pas mal. Je vérifie que ça compile toujours. Avant de committer. OK. Voilà, donc on voit que mon job de test n'a pas démarré puisqu'il est manuel et Sonar, c'est en cours. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions en attendant, n'hésitez pas. Ou si quelqu'un a des petites précisions à donner. Alors je vais en profiter pour vous montrer le rapport Jacoco qui est généré. Si jamais je lance en local par exemple un Maven Verify, voilà. J'en ai parlé tout à l'heure mais je suis passé assez rapidement. Ah voilà, c'est là. À chaque fois, je le cherche. Il est dans le dossier site. Alors, pour rappel, hein, quand on build un projet Java, ça génère un dossier target. Dedans, il y a toutes les classes qui sont compilées. Il y a les livrables qui sont créés, donc le jar. Dedans, il y a le dossier sur Fire Report, donc qui contient les rapports JUnit de l'exécution des tests. Et pour le scan sonar, on a rajouté le plugin Jacoco pour justement qu'il puisse calculer et envoyer le rapport qui contient le résultat de la couverture des tests. Donc Sonar comprend ce fichier. Voilà, donc c'est ce que je voulais montrer. Donc là, ça a bien fonctionné, il l'a bien généré, donc normalement, Sonar va bien le retrouver. Alors, ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors voilà, dans l'exécution de ce job de scan sonar, on voit que le quality gate statut il est failed. Donc le job est KO et il nous propose d'aller voir ce qui n'allait pas. Voilà. Donc là, il y a du rouge. Et ben, il n'y a plus qu'à regarder en fait ce qui nous explique. Hein. Là, par exemple, il y a un petit peu de temps. Ah. Il nous liste en fait tout ce qui ne va pas. Alors j'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, par exemple, le get X qui renvoie Y, là, ça lui plaît pas du tout. Il y a aussi les méthodes vides, il aime pas non plus. Voilà, là, il dit, qu'est-ce qu'il dit par exemple? Voilà, la variable X n'est pas utilisée, donc il propose de la supprimer. Cette méthode-là, elle n'est pas publique, donc il propose de la mettre publique. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à regarder et corriger et prendre en compte en fait les conseils de Sonar.
Je vais pas aller plus loin pour Sonar. Alors, je vais quand même nettoyer tout ça. Je vais enlever tout ce que j'ai créé tout à l'heure. Et aussi, alors la couverture de code, on va vérifier. Normalement, la couverture de code, voilà, elle a été mise à jour. Tout à l'heure, elle était de 50%, maintenant, elle est à 57%. Donc, tout fonctionne bien. Donc, la suite, maintenant, c'est complètement différent. Je vais vous montrer comment on crée une image Docker dans un job et comment on pousse cette image Docker dans le registre GitLab. Alors avant ça, je vais quand même nettoyer tout mon code. On va faire quelque chose de propre. Voilà. Je vais juste en profiter, comme tu le disais, pour un petit truc. Alors peut-être que tu l'as fait, peut-être une petite astuce, c'est une question d'habitude. Tout ce qui va être les rapports Sonar, on va dire, ou assimilés, pour ceux qui utilisent IntelliJ, mais je suis sûr que ça existe également sous Eclipse, vous avez des plugins comme SonarLint qui permettent de les avoir dans l'IDE. Simplement pour éviter d'avoir une fenêtre de plus dans le navigateur et tout recenser au niveau de l'IDE, juste pour dire que c'est possible. Tout à fait. Oui, c'est même conseillé, hein, ça évite de committer des cochonneries et de s'en rendre compte qu'après. Voilà, on peut même rajouter du coup des hooks au niveau de la conf Git pour que ce soit testé automatiquement. Tout à fait. Je rajoute dans le chat, pour ceux que ça intéresse, simplement, c'est le plugin, ça s'appelle SonarLint. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Voilà. Alors. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va rajouter une étape pour créer une image Docker et la pousser dans le conteneur registry fourni par GitLab. On va modifier quelques petites choses. Alors, dans mon job de build, je faisais un clean compile. Le clean compile, ça compile simplement les classes. Moi, je vais avoir besoin de générer le jar. Je vais lancer une commande clean install. Comme ça fait la totale. Ça lance la compilation, les tests, et ça crée le livrable. Mon job de test, je vais le laisser là. Il est en manuel, il ne nous gêne pas. Le job Sonar, je l'ai déjà mis en manuel. Voilà. Alors, je vais aussi le rendre passant. Je voudrais pas qu'il. Maintenant, il est manuel, donc pas besoin de. Bon, je peux le laisser comme ça. Je vais me mettre passant. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il est manuel, en fait, il va passer directement au job suivant. Voilà, donc je vais créer un nouveau job pour créer une image Docker. Alors tout à l'heure, j'ai déclaré un stage Docker. Donc je vais exécuter ce job dans ce nouveau stage. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je m'appuie sur la documentation, je ne l'invente pas. Donc là, on avait l'habitude d'utiliser pour nos jobs précédents une image Docker. Elle était configurée de manière globale. Dans notre cas, on va avoir besoin d'une autre image. On va utiliser, alors avant c'était une image Maven, une image Docker Maven. Là, on va utiliser directement une image Docker. La documentation aussi nous demande d'utiliser un nouveau mot-clé, donc service, et utiliser le Docker in Docker. Je vais vous montrer tout à l'heure au niveau de la doc où ça se trouve. En fait, ce qu'on est en train de faire là,
c'est que le runner, il va exécuter l'exécuteur Docker. L'exécuteur Docker va utiliser une image de conteneur Docker fournie par Docker pour exécuter les travaux de la CI. Et cette image Docker, elle contient tous les outils, ils sont préinstallés pour exécuter le script dans le contexte de l'image avec tous les droits nécessaires. Parce que pour créer une image et la pousser, il faut des droits. Donc c'est pour ça qu'on fait qu'il y a ces petites subtilités au niveau de la conf. Voilà. L'image Docker qu'on va créer, on va lui donner un nom et un tag. Donc je vais préparer ce tag dans une variable. On l'avait vu au cours de la première session qu'il y avait des variables. J'avais fait un printemps en fait sur une des premières exécutions du pipeline. Il y avait des variables prédéfinies à l'exécution des jobs et on peut piocher dedans. Et donc moi je vais récupérer le SHA-1 du commit et le nom du registry. Et à partir de ça, ça va me faire mon tag. Au niveau du script qui a exécuté pour créer l'image Docker, alors, d'abord, on doit se loguer. Donc, on se log au conteneur registry de GitLab. Ensuite, on va builder notre image. Et là, on va utiliser la variable qu'on a créée au-dessus pour lui donner un nom. Voilà. Et je vais pousser cette image dans le conteneur registry de GitLab. Voilà. Alors, il y a autre chose à ajuster. La semaine dernière, je vous ai montré, j'ai demandé à GitLab de me générer un projet basé sur Spring. Donc, tout le code que vous voyez, à part le contenu de GitLab CI, est là par défaut. Je vais juste ajuster le Dockerfile à ma façon. Parce que là, on voit, en fait, dans le Dockerfile fourni, il utilise une image Maven et il fait un package. Et nous, ça ne nous intéresse pas puisque l'utilisation de Maven, elle est faite avant dans la CI et on a packagé aussi directement au cours de l'exécution de la CI. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est récupérer le jar qui a été généré par le job de build et voilà. Et donc le conteneur en fait démarrera ce jar. Voilà, donc je vais committer. J'espère que ça a bien fonctionné. Je crois juste qu'il y a une faute. Il y a une faute de frappe. Ah, vas-y. Du from dans le Dockerfile. Ah, bien vu. Bien vu. Merci, j'ai gagné du temps. On peut aussi mettre des linters sur le Dockerfile pour trouver ce genre de choses. Ok. Voilà, le pipeline est démarré. Alors je vais en profiter pendant l'exécution du pipeline pour vous montrer la documentation. Parce que là, ce que j'ai tapé, je ne l'ai pas inventé. Je ferme les fenêtres Sonar. Voilà. Alors,
Non, c'est pas là. Ah voilà, c'est plus bas. Dans package enregistré, dans conteneur registré. Donc là, je suis dans la documentation de gitlab.com. Et dans la doc du conteneur registré, voilà. En gros, bah, c'est ce que je vous ai montré. Hein. C'est un exemple de job. Donc, il utilise l'image Docker, le service Docker in Docker. Il se log, il build et il push. Pour avoir plus d'informations sur les services et notamment Docker in Docker, je vous invite à regarder les détails dans la documentation. C'est ici. Voilà. Use Docker to build Docker image. Voilà. Et donc, il y a l'explication de ce que c'est que Docker in Docker. Et bon, il y a pas mal de choses à dire. Ça peut être assez complexe. Voilà. Donc là, on voit, on a gagné un petit peu de temps à l'exécution du pipeline. Hein. J'ai rendu les job quality manuels. Et là, il est en train de démarrer le job de création de l'image. Alors, je suis peut-être passé un petit peu vite. On voit que dans le Dockerfile, on lui demande de récupérer un jar qui est dans le target. Alors quand j'ai exécuté ma commande maven clean install en local, on voit qu'il y a un jar qui a été généré. Et donc à l'exécution du pipeline, ce maven clean install se lance au premier job. Et c'est au job de création de l'image Docker qu'il va récupérer en fait le résultat de ce premier job. Comment il fait ça pour se passer des livrables d'un job à l'autre? Alors c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Alors d'ailleurs ça va pas fonctionner. Je pense que mon commit, voilà, le commit est fail. Pourquoi? Parce que justement il n'a pas retrouvé le jar qui a été généré dans le job de build. Pourquoi il ne l'a pas trouvé? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis en cache. Je suis passé un petit peu vite. En fait, dans le build job, il faut rajouter ça. Artefact. On en avait parlé assez rapidement la semaine dernière. C'était pour récupérer les rapports de test. On avait utilisé le mot-clé artefact. Et donc là, et voilà, j'ai oublié de le commiter. Alors, je le commit maintenant. Et je vais continuer mes explications pendant l'exécution du pipeline. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, quand on utilise l'entrée artefact, on va lui dire de mettre en cache le contenu du dossier target qui aura été généré par ce job. Et alors, on peut choisir le temps en fait de rétention de ce cache. Donc là, je lui dis 30 minutes, mais ça peut être plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et donc, comme pendant le build, il va mettre en cache le résultat du target, le job qui va s'exécuter plus tard, le job de création d'image Docker, il pourra retrouver le contenu de ce jar. Et donc, au moment de la création de l'image, il va pouvoir le récupérer. Ouais, alors les artefacts, c'est un peu plus qu'un cache, hein, parce que c'est persistant en fait. Donc, on peut récupérer le résultat après l'exécution du pipeline, alors que ce qui est en cache, pas forcément, quoi. Ouais. Donc, comme j'ai dit, hein, vous pouvez choisir en fait la durée de la rétention en fait du résultat. Alors, on va regarder l'exécution du pipeline. Je vais vous montrer, on peut voir justement cet artefact. Voilà, donc là, il a fini son build. Et on peut voir ce qu'il a mis dans le cache. On peut le voir ici.
dans Job Artifact. Si on regarde pour le pipeline qui a été exécuté précédemment, normalement, il n'y a pas cette entrée-là. Je vais vérifier. Voilà. On ne peut pas naviguer dedans puisqu'il ne l'a pas gardé. Alors, je retourne sur le nouveau job de build. Et là, on peut naviguer dedans. On peut aussi le télécharger. Et voilà, on voit le contenu du target. Et c'est l'équivalent de ce que j'ai généré en local quand j'ai lancé ma commande Maven Clean Install. Alors là, on est un petit peu gourmand parce qu'on lui demande de mettre en cache tout le target, mais on peut juste lui dire de garder par exemple seulement les jars. Et c'est conseillé d'ailleurs parce que ça sert à rien de prendre autant de place. Alors, on peut le télécharger, voilà. Et donc on retrouve bien notre jar là qui fait 15 mégas. C'est encore planté. Là, je ne sais pas pourquoi. Ta variable image tag, elle ne serait pas vide par hasard? Comment? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose dans la variable image tag? J'ai l'impression qu'elle est vide. Ouais. Non. Alors attends. Non, normalement elle est là. Je vais vérifier quelque chose parce qu'il a quand même Docker build. Ça va être du debug à plusieurs, ça va être très bien. Ah oui, voilà. J'ai oublié le point. Voilà, donc là. Alors de toute façon, vous pourrez le constater par vous-même quand vous ferez quand vous ferez du GitLab CI, ça ne marche jamais du premier coup. J'ai essayé de préparer un maximum pour que ça soit le plus fluide possible. Et là, on voit que voilà, on peut toujours faire des erreurs. Et bah, quand on débute, hein, on fait beaucoup de commits pour arriver à ses fins en fait. Globalement, c'est assez simple de prendre en main l'outil, mais voilà, on peut faire assez facilement des erreurs de conf et s'y reprendre à plusieurs fois, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Il disait qu'il manquait un argument au moment du Docker build. Et donc c'était le point. Voilà, alors en attendant l'exécution, je vais en profiter pour vous montrer cette image Docker, où est-ce qu'elle doit être poussée. Dans mon projet, on peut aller dans Package, dans Registry, et normalement, mon image Docker créée arrivera dans le conteneur Registry. Pour l'instant, il n'y a rien. Je peux vous montrer un exemple sur mon repo de test sur lequel j'avais tout préparé à l'avance. Et là, si on va sur le conteneur Registry de ce projet-là, on voit que j'ai poussé 3 fois. J'ai poussé 3 fois l'image. Et donc là, on voit qu'elle a bien pris en tag le SHA-1 de mon commit. C'est bien le nom de l'image que j'ai demandé de générer. Hein. Voilà, je lui ai demandé de réutiliser le SHA-1 du commit. Et donc, si on vérifie, ce SHA-1 là, par exemple, là, je l'ai poussé il y a 3 heures, juste avant la démo. Ça commence par 442, ça finit par 9C. Si on regarde dans le graphe, voilà. Donc c'est ce commit là. Et on voit que mon image a bien pris le tag
qui correspond au nom au SHA-1 du commit. Voilà. Ce qui est intéressant à savoir, c'est parce que là, en fait, pour la version gratuite de GitLab, l'espace disponible n'est pas infini. Donc, on peut programmer de la suppression automatique des images. Voilà, mon pipeline est terminé et il l'a bien poussé. Donc là, ça a fonctionné. Alors là, je vois une question de Mohamed qui demande si on peut accélérer la vitesse d'exécution des pipelines. Alors non, là je suis déjà au maximum. En fait, lors de la session précédente, j'ai paramétré du cache. Par exemple, pour les jobs où on lance des commandes Maven, pour éviter de retélécharger à chaque fois toutes les librairies, on a utilisé le cache. On utilise aussi les artefacts pour pouvoir récupérer les résultats des jobs précédents. Et notamment là, par exemple, pour la création de l'image Docker, on a récupéré le jar qui a été généré lors du premier job. Après, là, le temps d'exécution, il est aussi lié à l'initialisation du job. Donc, le runner met un petit moment à s'initialiser au début. Donc, ça, on peut rien y faire. Hein. Il y a 30 secondes à peu près au démarrage. Et après, ça dépendra des lignes de commande, des scripts en fait, qui sont décrits dans la conf. Voilà. Ouais, juste pour donner quelques idées, en fait, il y a plusieurs endroits où, alors selon le projet, hein, si c'est des gros projets, il y a plusieurs endroits où on peut améliorer les performances et donc le temps d'exécution. Dans tous les jobs qui tournent dans un stage, ils tournent en parallèle. Donc l'idée, c'est d'exécuter un certain nombre de tests en parallèle. L'outil de test, selon l'outil de test que vous utilisez, il est aussi possible de lancer des tests en parallèle. Les commandes de compilation, bien sûr, on réutilise du cache, ou on peut aussi utiliser des artefacts ou des caches pour passer des résultats d'un job à l'autre ou d'un stage à l'autre. Voilà, il y a différents niveaux sur lesquels on peut intervenir. On peut aussi il y a certaines commandes qui acceptent un nombre de CPU en paramètres pour s'exécuter sur plusieurs CPU. Donc voilà, il y a différentes stratégies possibles pour optimiser les temps d'exécution. Quoi qu'il arrive, on sera toujours dépendant de ce qu'on demande d'exécuter. Par exemple, le scan sonar, ça prendra forcément un peu de temps. Donc voilà. Un autre paramètre aussi, c'est le nombre de runners disponibles. Selon les configurations, il est possible qu'il y ait des runners donc des VM qui vont exécuter les pipelines qui peuvent être partagés entre plusieurs projets. Et donc le pipeline, il peut être en attente d'un runner disponible. Donc c'est à vous d'analyser un peu votre configuration et de voir si vous êtes en attente d'un runner. Par exemple, ou si vous avez un statut à pending, c'est qu'il est en attente de quelque chose. Donc à vous de trouver ce qu'il attend et si vous ne pouvez pas rajouter des ressources pour que ça soit exécuté. Là, on n'a pas le temps de tout voir, mais on utilise les runners qui sont fournis par GitLab, mais on peut créer ses propres runners. Voilà. Donc je continue. On voit que le pipeline s'est bien passé. On va vérifier que l'image a été bien poussée dans le conteneur registry. On la voit là. Voilà. Donc elle a été poussée il y a 4 minutes. Elle prend déjà un peu de place. On peut la supprimer à la main si on veut. Sinon, dans les settings, j'avais vu, c'est assez récent, ça a moins d'1 an. On peut choisir, voilà, cleanup image tags. On peut lui demander de nettoyer les images régulièrement. Par exemple, garder simplement les 10 dernières images ou supprimer toutes les images qui ont plus de 90 jours. Voilà, donc ça c'est bien pratique. Et voilà ce que je voulais montrer pour la partie Docker. Pour l'exemple, je vais vous montrer comment on pourrait déployer cette image-là sur un cluster Google, donc sur GKE. Je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Alors,
Vous allez voir, c'est assez simple. Ouais, donc sur un GKE, c'est le Kubernetes managé par Google. Voilà, c'est Google Kubernetes Engine. Donc, que contient ce job? Alors, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de lignes de code. On lui demande de s'exécuter donc après la création d'une image Docker. On lui demande d'utiliser, alors c'est dans la doc Google, pareil, hein, la doc Google est très bien faite. On lui demande d'utiliser une image fournie par Google pour avoir tous les outils dispo pour pouvoir pousser notre image vers le cluster. Donc comment ça se passe au niveau des scripts? Première chose à faire, c'est se connecter à son compte Google. Alors là, c'est une variable qui doit être setée soit, comme je l'ai montré, en haut du fichier, et ou idéalement, comme j'ai fait tout à l'heure pour Sonar, dans la configuration du repo. Ensuite, on se connecte à son projet, parce qu'un compte peut avoir plusieurs projets. Donc les commandes gcloud, hein, ce sont des commandes qui sont disponibles sur l'image fournie par Google, le Cloud SDK. Ensuite, on se connecte à son projet. Voilà. Et enfin, on se connecte à son cluster. Et la dernière chose qu'il y a à faire, c'est pousser un déploiement. Donc là, je ne vais pas faire un cours Kubernetes, mais il faut pousser le deployment, l'objet deployment, vers le cluster. Donc cet objet deployment contient le nom de l'image. Donc là, j'ai fait une commande avant en fait pour remplacer la variable et lui mettre le nom de l'image dynamiquement en fait dans le deployment. Une fois que le déploiement est prêt, on l'envoie à Kubernetes. Et c'est tout. Une fois que ce fichier est envoyé, le conteneur va être démarré sur le cluster. Alors tout ça implique que ça soit déjà configuré en amont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des services, des objets services qui présents sur le cluster et les autres objets nécessaires pour Kubernetes. Voilà, c'était juste un exemple, c'est simplement pour montrer que si vous avez un cluster configuré, en quelques lignes de commande, on peut déployer directement sur Kubernetes. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer comment on peaufine un petit peu notre un guide flow. Parce que là, on exécutait nos pipelines toujours sur la même branche, sur la master, et c'est pas exactement comme ça qu'on travaille dans la vraie vie. Je vais vous montrer un guide flow. Il y a plein d'exemples sur Internet. On peut imaginer par exemple, alors, celui-là il est bien. Il est bien mais il est flou. Voilà, celui-là il est bien. On peut imaginer par exemple qu'on a une branche développe, une branche master. Donc la master c'est la prod. Et donc à chaque fois qu'on va créer une nouvelle feature, on va tirer une nouvelle branche depuis la développe. Et donc au fur et à mesure de notre développement sur la branche feature, à chaque fois qu'on va committer, on va par exemple lancer un build, lancer une série de tests, par exemple les tests unitaires, le scan sonar, et c'est tout. Une fois que le dev est terminé, on fait une merge request et puis vers develop, donc elle est relue, elle est validée, et on pourrait imaginer par exemple, alors chacun configure suivant son besoin, c'est suivant les projets, c'est pas pour tout le monde pareil, mais c'est un exemple. On peut imaginer que quand on merge sur develop, on va refaire à nouveau un build, un scan sonar, mais en plus, on va créer une image Docker et éventuellement la déployer dans la foulée sur un environnement de staging.
Une fois que la validation est faite, on est prêt à mettre en prod. Et donc, le pipeline sera un petit peu différent. On fera une merge request vers la master. Et donc, on va se contenter en fait de lancer un job de déploiement vers la production. L'image Docker, elle sera déjà créée. Donc, on va réutiliser cette image Docker pour la déployer sur la master. Donc, ça demande un petit peu de configuration. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, je vais reprendre mon exemple. Voilà, je vais laisser alors, je vais supprimer mon exemple GKE là. On va imaginer, je vais rajouter deux stages, pardon. Une livraison en staging et une livraison en prod. Dans mon explication juste avant, j'ai dit que le build, j'allais l'effectuer sur toutes les branches, enfin sur les branches de feature et la branche develop, sauf la master, puisque mon image Docker sera déjà prête. Donc GitLab CI permet de faire ça. Ce job sera exécuté sur chaque branche, sauf la branche master. On peut lui dire aussi de ne pas s'exécuter, par exemple, si on crée un tag. C'est un exemple, mais il y a plusieurs confs qui sont possibles. Pour les jobs de test, on va faire la même chose. Sur la master, il n'y aura plus besoin de tester puisque tout sera déjà validé. Pour le job sonar, on fait pareil. La création de l'image Docker. La création de l'image Docker, on va permettre cette création seulement quand on va merger sur Develop. Donc là, au lieu d'utiliser le mot-clé except, on va utiliser only. Et je lui dis de s'exécuter seulement sur la branche Develop. Enfin, on va décrire nos deux jobs de livraison. Donc, des faux jobs de livraison. Je me contente d'imprimer d'imprimer livraison sur notre hand de staging et livraison en prod. Alors évidemment, on pourrait réutiliser les scripts que j'ai proposés avant pour livrer sur GKE. Voilà. Donc pour la livraison en staging, on demande au job de s'exécuter seulement sur la develop. Et pour la livraison en prod, alors je pourrais lui dire master, mais juste pour vous montrer, je vais exécuter ce job seulement au moment où je crée un tag. Voilà. C'est tout. Alors, je vérifie quand même le commit que j'ai préparé, si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Pour faire ça, j'ai dit que je partais d'une branche. Donc, je ne vais pas committer sur la master. Je vais committer depuis une branche de feature, par exemple. Voilà. Git flow. Alors, je suis un petit peu en retard, mais on a presque fini. Voilà, je push. C'est parti. Si on regarde mon graphe, voilà, donc j'ai push mon nouveau commit git flow, il est sur une branche. Si on regarde l'exécution du pipeline,
on voit que, comme prévu, sur notre branche de feature, on lance simplement un job de build et l'étape qualité qui contient les tests unitaires, par exemple, et le scan sonar. Rien de plus. Donc, on imagine que le développeur... Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir merger sur master sans avoir à recréer de nouvelles images Docker, il faut s'assurer que le SHA-1 au moment du merge sur master soit identique. Donc pour ça, il y a une petite configuration à faire sur notre repo. Il faut utiliser la merge méthode fast forward. Parce que si on reste sur merge commit, quand on va merger, ça va faire un commit de merge et donc ça fera un nouveau SHA-1. Et on ne pourra pas récupérer l'image Docker qui a été créée. Donc quand on est en fast forward merge, avant de merger, on est à chaque fois on est obligé de rebase en fait notre branche si on est en retard. Voilà. Ce que je n'ai pas fait non plus, c'est créer une branche développe. Voilà. Normalement, cette branche développe. Alors, c'est pas dans CI/CD. Non, c'est pas d'intégration non plus. Normalement, cette branche développe, c'est la branche qui est par défaut. Voilà. Et aussi, elle est censée être protégée. Elle est censée être protégée, voilà. Alors, c'est plutôt l'inverse. On aurait plutôt tendance à autoriser les merges par les développeurs et les maintainers et autoriser les push, alors soit par personne, soit par le maintainer. Voilà. Donc là, notre repo est bien configuré. Si je regarde mes branches, donc j'ai ma branche du feature, ma branche développe et ma branche master. Si on regarde le graphe, on a développe et master qui sont au même niveau. Et donc, on imagine que le développeur, il a terminé son dev, il soumet sa merge request pour merger sur la développe. Donc, je vais créer la merge request vers la développe. Voilà. Donc, le pipeline est passé en succès. Donc, je peux merger tout de suite. Donc là, je merge sur Develop. Qu'est-ce qui va se passer? On regarde. Normalement, le pipeline est un petit peu différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on autorise la création d'une image Docker et le déploiement sur la staging seulement quand on merge sur Develop. Voilà, donc notre Git flow est plutôt pas mal. Alors, il y a un autre pipeline qui a démarré juste avant. En fait, il a démarré quand j'ai créé la branche Develop. Je vais l'arrêter. Donc ça, c'est fait. On va vérifier quand même le contenu du pipeline. Donc j'ai bien mon job de build. Je peux refaire à nouveau un scan sonar. Je vais créer mon image Docker. Et alors automatiquement ou manuellement, ce sera les équipes qui choisiront. On peut livrer en staging pour après demander une validation métier, par exemple. Et enfin, dernière étape, c'est, imaginons que tout est validé. Donc là, je vais l'arrêter pour pouvoir merger. Je vais arrêter le pipeline. Imaginons que tout est validé, on est prêt à MEP. Donc je vais créer une merge request. Une merge request de la develop vers la master. Voilà.
Je crée la merge request. Alors là, le bouton est rouge parce que le pipeline n'est pas allé jusqu'au bout. Je la merge quand même. Voilà. Donc, on regarde notre graphe. On n'a plus notre branche de feature puisqu'elle a été supprimée au moment du merge sur la develop. Et donc, on vient de merger la develop vers la master. Et regardons le pipeline qui a été généré à ce moment-là. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne lui ai pas demandé de s'exécuter au moment du merge sur la master. C'est ce que j'aurais pu écrire ici. Je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi démarrer un job à la création d'un tag. Donc, on peut imaginer que, voilà, on fait notre MEP, donc on merge sur master, et plutôt que livrer automatiquement, on va, au moment du merge, on va livrer à la création du tag. Donc, comment on crée un tag? Voilà, c'est ici. Non, c'est pas là. Voilà, c'est ici. Dans repository, tag, on peut imaginer que, alors ça va être sur la master. Voilà, c'est notre première livraison de notre application, la version 1.0, et je crée le tag. Voilà, donc j'ai créé un tag. Si on regarde notre graphe, on voit que le tag a été créé, il est dans le graphe. Et si on regarde l'exécution des pipelines, voilà, on voit que la livraison en prod est partie automatiquement. Voilà. Donc on a un guide flow assez complet qui pourrait se rapprocher d'un guide flow classique. Nous, ça ressemble à ce qu'on a en mission là chez West France, à ce qu'on a mis en place. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Je pense qu'avec ce que j'ai pu montrer durant ces 2 sessions, il y a la possibilité de faire une CI assez complète. Je vous ai montré en fait quasiment tout ce que je sais sur GitLab CI. Et donc à partir de ça, on arrive à faire des choses sympas. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors il est 14h, donc c'est un peu tard, mais si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite, sinon les mettre dans la discussion et j'y répondrai plus tard. Merci beaucoup, Cédric. Eh bien, de rien. Bon après-midi à vous. Un grand merci à toi, Cédric. Bon C'est vrai que après-midi. c'était complet, riche et je pense qu'on a tous appris plein de choses. Même moi. Donc, bravo. Oui, c'était l'objectif. Et donc, n'hésitez pas à regarder les replays, hein, comme c'est posté sur YouTube. Donc, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.